Samedi 22 juillet 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de Viva en version française. Dans les actualités de ce jour, toujours page politique pour commencer. L'augmentation de la caution pour la participation à l'élection présidentielle est conforme à la Constitution, selon le juriste Honoré Rakoutoumane. Ce dernier a également répondu aux questions des journalistes concernant la nationalité du président de la République. Il a réitéré qu'il n'y a pas de trahison et encore moins de mensonges envers la population quand Andjouadzél n'avait décidé d'être candidat en 2018. Il a également souligné que le président actuel décide de se présenter aux prochaines élections présidentielles. Cela ne devrait pas susciter de débat car il en a le droit. C'est Sylvain, nous en dit plus. Le Premier ministre et chef du gouvernement a le pouvoir de décrypter un texte à caractère législatif selon l'article 65 de la Constitution malagasy. De ce fait, s'il a pris la décision de créer le décret d'augmenter la caution de la participation aux élections présidentielles à 200 millions d'ariars, pris en conseil du gouvernement le 11 juillet dernier, cela est tout à fait conforme à la loi. La Constitution ne dit pas que ce décret devrait encore passer au niveau de l'Assemblée nationale, comme le véhiculent certains politiciens depuis quelques jours. Ces derniers mélangent ou font semblant de ne pas connaître les lois pour induire la population en erreur. De ce fait, le juriste et ancien président du Sénat, Honoré Rakoutoumane, en a apporté quelques éclaircissements sur ce que dit la Constitution. Concernant le débat sur la nationalité, seule une question peut répondre à ce polémique selon Honoré Rakoutoumane. Le président de la République est-il un malgache ou non? La réponse est déjà connue de tous. Il est malgache, né à Madagascar, travaille et réside à Madagascar. Aucun texte ne lui a enlevé ses droits en tant que malagasy. Donc le débat n'a pas lieu d'être et le président de la République actuelle peut alors être de nouveau candidat à l'élection présidentielle s'il le souhaite. Ce juriste a également réitéré que le président Andjouadzél n'a pas trahi le peuple malagasy en choisissant d'être candidat aux élections présidentielles en 2018. Aucun document ne dit que le président Andjouadzél n'a perdu sa nationalité malagasy. De ce fait, il remplit tous les critères pour être candidat. Toujours dans cette page politique, parlons à présent liste électorale et la CENI. Les citoyens qui n'ont pas de carte d'identité nationale, ceux qui n'ont pas été enregistrés à l'issue de la refonte totale de la liste électorale, mais également ceux qui déménagent souvent, ce sont pour la plupart ceux qui n'ont pas été enregistrés dans la liste électorale définitive selon le rapport de la CENI hier. Cette liste a passé divers contrôles au niveau national et international. Des collaborations avec les techniciens ont également eu lieu afin de garantir la transparence dans l'élaboration de cette liste selon les explications. C'est Sylvain, nous en dit plus. Le nombre d'inscriptions à la liste électorale a connu une hausse, soit 293 902 de plus comparé à la dernière liste du 15 mai 2022 selon le rapport de la CENI. Comme ce qui a été annoncé, le nombre des électeurs au sein du registre national des électeurs dans tout Madagascar a atteint les 11 043 836, c'est-à-dire que les 81,25% de l'objectif estimé au début de la refonte totale de la liste électorale a été atteint. Cependant, selon les explications de la CENI, plus de 600 000 électeurs n'ont pas été inscrits dans le registre électoral. Les statistiques qui définissent le registre des électeurs sont des chiffres fiables, étudiés et justifiés selon toujours les explications. Plusieurs étapes ont été passées avant la sortie officielle de cette liste, affirment les responsables, et ce sera ce registre qui sera utilisé durant l'élection présidentielle le 9 novembre prochain. La CENI fera le rapport sur les détails de ce registre devant les acteurs dans le domaine électoral le 27 juillet 2023. Une occasion également d'apporter plus d'amples informations sur la suite des travaux en vue des échéances électorales, notamment la réalisation de la carte des électeurs. Aux actualités faits divers, un des auteurs de la fuite des sujets sur les réseaux sociaux lors de l'examen du baccalauréat cette semaine a été arrêté par les forces de l'ordre. Il est à Mourndave et a été arrêté avec ses complices pour avoir perturbé l'ordre public durant cet examen du baccalauréat. Durant la fouille, il a été confirmé qu'ils ont bel et bien perpétré ces fuites à travers le partage des sujets dans divers groupes Facebook. Reportage de Sylvain. Il a suffi de quelques minutes pour transformer ce compte Facebook en compte le plus populaire mercredi dernier. Il a visité tous les groupes au sein de ce réseau social pour partager les images qui montrent le sujet d'examen de la matière d'histoire-géographie avant le début de l'épreuve.
Ce ne sont pas des groupes privés et encore moins dans les messages privés qu'il envoie les sujets, mais à travers des publications visibles par le public de Facebook. Il a partagé le sujet en affirmant que les réponses sont envoyées dans les messages privés pour ceux qui sont intéressés. L'enquête a été menée le jour même des faits. Les forces de l'ordre ont entamé la recherche de l'auteur de ce partage et ce matin, celui qui est derrière le compte a été arrêté à Mourdave. 2 autres personnes ont été également arrêtées par les forces de l'ordre. Après la perquisition, il a été confirmé qu'il a partagé le sujet dans des groupes et dans plusieurs messages. Les enquêteurs sont encore en pleine investigation. La population est impatiente de connaître la source de cette fuite du sujet ainsi que le véritable objectif de l'auteur de cet acte. Quoi qu'il en soit, les sanctions qui attendent les auteurs de cette fuite de sujet du baccalauréat de mercredi dernier seront sévères selon les consignes du président de la République, Ange Radzouil. 27 Malgaches clandestins ont été appréhendés à Mayotte et ont été rapatriés dans le pays avant-hier. L'avion spécial qui les a ramenés a atterri directement à l'aéroport international de Fassen-Nouzbé. Ils sont gardés au sein de la police nationale pour enquête avant d'être remis à leur famille. Reportage de Sandesena Mireille. 12 hommes et 15 femmes, ce sont les 27 Malagasy qui ont été appréhendés pour immigration illicite à Mayotte. Ils sont issus d'Antsran, de Madzang et de Nouzbé. Certains dossiers clandestins ont déjà été à Mayotte depuis plus de 10 ans, selon les informations, si certains viennent d'arriver et d'autres en attente de documents. À travers des négociations entre les dirigeants mahorais, les autorités françaises et l'État malagasy, ces clandestins de nationalité malagasy ont été rapatriés par avion spécial. Ils ont alors atterri directement à l'aéroport international de Nouzbé avant-hier. Le gouvernorat de Diana a pris l'affaire en main. Ces personnes sont actuellement détenues au sein de la police nationale pour enquête avant de pouvoir repartir auprès de leurs familles respectives. Dans l'actualité sportive de ce soir, les volleyeurs qui vont participer aux Jeux des îles effectuent leur regroupement fermé au domaine Wellspring à Mbumagakil. L'État malagasy, à travers les ministères coach du volleyball, prennent en charge ces athlètes à partir du 19 juillet au 23 août 2023. Concernant le côté technique, le directeur national technique de la Fédération de football a souligné qu'ils sont déjà en pleine élaboration des stratégies pour sélectionner les joueurs qui monteront sur le terrain. Miaroula Sferana Bras Denison nous en disent plus. C'est dans ce lieu que les volleyeurs qui participeront à la 11e édition des Jeux des îles du 25 août au 3 septembre prochain sont hébergés dans le cadre du regroupement fermé. Nous sommes au domaine Wellspring à Mbumagakil. Ces volleyeurs y sont hébergés depuis le 19 juillet dernier. Ces derniers se disent satisfaits du lieu et de leurs conditions d'hébergement. La tranquillité d'esprit durant les regroupements est déjà une garantie afin que les athlètes puissent se concentrer totalement dans la préparation des Jeux. Et dans cette optique, ils sont actuellement dans la dernière étape, donc la préparation se concentre un peu plus sur la préparation physique et mentale, selon le directeur technique national de la Fédération malagasy. Ces athlètes s'entraînent 2 fois par jour. La Fédération malagasy de volleyball souligne que le but est que Madagascar puisse obtenir la médaille d'or. De plus, nous sommes le pays hôte et cette équipe nationale est prête à défendre l'honneur du pays. Et pour l'équipe féminine en particulier, les athlètes sont de plus en plus jeunes, ce qui est un bon point pour la performance de l'équipe selon toujours le DTN. Outre le suivi de la nutrition de ces athlètes, le contrôle de leur temps de sommeil est aussi très strict afin d'obtenir des résultats satisfaisants. Il est à rappeler que le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Vidnjavra Vukac, et le secrétaire d'État en charge de la Gendarmerie nationale, le général Serge Gelé, sont les ministres coachs de la discipline volleyball pour les Jeux des îles de l'océan Indien 2023. Et dans l'actualité internationale de ce soir, première photo de famille recomposée et premier pas pour la nouvelle équipe gouvernementale. Quelques heures après avoir mis fin au suspense du remaniement, Emmanuel Macron a réuni hier vendredi 21 juillet le gouvernement avec les nouveaux et les anciens ministres pour un dernier conseil des ministres à l'Élysée avant la pause estivale. France 24. C'est désormais officiel. Voici le nouveau gouvernement. Il y a d'abord ceux qui partent faute d'avoir convaincu. À commencer par Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation, il n'a pas réussi à imprimer sa marque. Gabriel Attal, 34 ans, prend sa place, une consécration pour ce fidèle du président.
également sur le départ. François Braun à la santé jugé pas assez politique. Surprise, Aurélien Rousseau devient ministre, c'est l'ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. Olivier Klein, ministre de la Ville et du Logement, fait ses bagages. Remplacé par la députée marseillaise Sabrina Agresti-Roubache à la Ville et Patrice Vergriette, maire de Dunkerque, au Logement. Enfin, c'était attendu, Marlène Schiappa, chargée de l'économie sociale et désavouée, critiquée pour sa gestion du fonds Marianne, des ajustements raillés par les oppositions. Ceux qui partent, on n'est pas étonnés. Donc globalement, ensuite, je pense que ça n'a rien changé en rien, la politique et l'impasse politique dans laquelle est le gouvernement Borne. Quand le film est mauvais, le scénario est mauvais, on peut changer les acteurs. Le film, à l'arrivée, il sera toujours mauvais. Donc absolument aucun changement, malheureusement, pour les Français. Et puis, il y a les nouveaux visages. La chef des députés Renaissance à l'Assemblée, Aurore Berger, entre au gouvernement à la place de Jean-Christophe Combe, jugé trop discret. Elle devient ministre des Solidarités à 36 ans. Le député Thomas Cazenave remplace lui Gabriel Attal au compte public. Autres arrivées, la députée Fadila Khattabi, ministre des Personnes handicapées. Une autre députée Prisca Thévenot à la jeunesse et au service national universel. Bérangère Couillard à l'égalité femmes-hommes et le modem Philippe Vigier aux Outre-mer. Enfin, les piliers gardent leur poste. Bruno Le Maire à l'économie. Gérald Darmanin, garde de l'Intérieur. Et toujours Sébastien Lecornu au ministère des Armées. Catherine Colonna à l'Europe et aux Affaires étrangères. Enfin, Christophe Béchu et Olivier Véran, un temps menacés, restent au gouvernement. Et les armes promises par les Occidentaux destinées à l'Ukraine arrivent, mais trop lentement selon les autorités ukrainiennes. Les forces de Kiev se servent aussi de ce qu'elles récupèrent sur le terrain, des armes laissées par les Russes, de véritables trophées de guerre. France 24. Ces roquettes sont les trophées d'une contre-offensive précédente. 1 millier de roquettes. Elles étaient juste là. Les Russes les ont abandonnées. Alors nous les avons prises. Dans cet atelier, les Ukrainiens réparent et adaptent toutes sortes d'armes. Là, c'est un lance-missile Grad russe. On l'a démonté et les gars en ont fait le premier modèle portatif. On a aussi fabriqué ce fusil mitrailleur mobile, des trucs comme ça. Avant la guerre, on faisait tous autre chose. Certains installaient des panneaux solaires, d'autres élevaient des poissons. Avec la guerre, on a dû s'adapter, avec nos mains et nos cerveaux. Ceux-là sont plus précis à une courte distance que les versions d'usine. Et je vous assure que tout ce qu'on récupère chez les Russes, on le leur retourne. On ne fait pas de rétention. Leurs missiles, on les leur renvoie. Cette unité n'a pas de vrai lance-missile Grad. Leurs roquettes, ils les tirent depuis des pick-up. Puis, à l'aide de drones, ils vérifient la cible. Cela fait 6 mois que cet atelier recycle des trophées. Aujourd'hui, il déménage. On s'installe plus près de la ligne de front. Il faut qu'on soit le plus près possible. Le front avance, on doit suivre nos gars. Mais la ligne de front progresse lentement. Stéphane est inquiet. Quand on fait prisonnier leurs gars et qu'on parle avec eux, j'ai l'impression, au fond de moi, qu'encore un peu, juste un tout petit peu, peut-être un mois encore, et la ligne de front va s'effondrer. Mais peut-être que c'est juste de l'espoir. Parce que quand on met 3 jours à prendre un tout petit village, et puis qu'on voit leur ligne de défense, toutes ces tranchées, ces tunnels souterrains entre les maisons, alors on comprend que ça ne va pas être simple. Pas simple du tout. Mais pour eux, laisser la Russie contrôler ne serait-ce qu'une parcelle de territoire ukrainien est impensable. Alors, ils avancent malgré tout. Et pour terminer ce journal, une exposition immersive dédiée à l'histoire du Titanic, paquebot tragiquement célèbre pour son naufrage en avril 1912. La coque déchirée par un iceberg vient d'ouvrir ses portes à la porte de Versailles à Paris. Les visiteurs ont notamment la possibilité de découvrir 260 objets collectés lors des différentes expéditions d'un bon nombre par l'explorateur français Paul-Henri Nargelet, disparu en juin lors d'une visite de l'épave à bord du submersible Titan.
France 24 nous en dit plus. Dans l'exposition, on vous donne une carte d'embarquement à l'entrée, vous êtes là, vous avez votre petite carte, et vous arrivez à la fin dans la salle où il y a tout le nom de tous ceux qui ont disparu et ceux qui ont survécu, et là vous découvrez tout à coup si oui ou non vous avez survécu ou pas. Donc ça vous touche, c'est une façon de rentrer dans la vie d'autrui. C'est tout le mystère qu'il y a autour, tout ce qu'on ne sait pas et qu'on essaie d'imaginer, la souffrance aussi qu'ils ont pu ressentir. Ouais, il y a tellement de choses qui me fascinent. Suite au film en 98, j'ai acheté plein de bouquins en anglais, des bouquins anglais, américains, français sur le sujet. Ça m'a toujours beaucoup intéressé. Et puis là, avec l'actualité, ça a été relancé donc avec la disparition du Titan. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre attention. Restez avec nous. Dans quelques instants, vous allez suivre la première PM de l'émission Lavador. Sur ce, très bonne soirée sur Viva. Au revoir.